Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce premier live de la série sur la création. Alors c'est les bases d'un MMORPG. On va pas faire de communication réseau et de travail multiple, mais on va faire toutes les bases pour un jeu avec la map, les personnages, les déplacements et différentes actions. Et on va faire tout ça en JavaScript sur Canva, donc JavaScript sans framework, on est sur du JS pur vanilla. Alors pour vous montrer un petit peu, j'ai prévu un dossier, il n'y a pas grand chose dedans pour l'instant, il y a juste des images en fait qui vont servir pour faire les décors. D'ailleurs, pas garder celle-là. Hop. Donc on a juste deux images et on y reviendra après, on va s'en servir au fur et à mesure. Donc l'idée, la première chose, c'est de faire déjà un index, un fichier dans lequel on aura notre page en HTML. Alors, une page assez classique, hein, HTML, head, body. Hop, dedans, je vais faire un conteneur. Ça nous servira plus tard, vous verrez pourquoi. Je vais faire une console. D'ailleurs, je vais mettre un outil ici, ce sera mieux. Et un Canva. Alors Canva, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez déjà utilisé. Je vais y mettre un ID. En fait, c'est un élément HTML qui permet tout simplement de faire du dessin. On peut donner des instructions pour lui dire dessine-moi ça, fais-moi un rond, affiche-moi une image, déplace tel truc, etc. Et du coup, ça peut permettre de faire beaucoup de choses, y compris de la 2D, voire de la 3D avec certains frameworks. Mais aujourd'hui, on va rester sur de la 2D, ce sera déjà bien. Donc voilà, j'ai mon HTML simple efficace. Je vais prévoir un fichier de style et je vais prévoir un dossier JS pour mettre tout mon JavaScript dedans. Il va y avoir pas mal de choses là. Au niveau du style, pour faire simple, il y a le container width 100% pour qu'il prenne toute la largeur de l'écran et un display flex. Et ensuite, j'ai la console. Alors la console, ce que je vais faire, c'est une position relative. Ça permet de la position. Enfin, la position en elle-même de la console va pas servir pour la console, mais le canevas qui va être à l'intérieur, en fait, je vais avoir un point canevas. Je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. La position relative va permettre de mettre dans le canevas une position absolute et du coup de réussir à positionner l'élément. Quand on fait un absolute, en fait, il va se positionner de base par rapport à la fenêtre dans laquelle on se trouve, sauf si le parent est en position relative. Et dans ce cas-là, la position absolue se positionne par rapport au parent. Donc c'est pour ça que c'est indispensable d'ici d'avoir une position relative pour ensuite positionner celui-là. La console, du coup, display flex aussi. Width 100%. Une hauteur minimum permettra que ce soit pas trop écrasé non plus. Et un margin 100 px, on verra après pour adapter, mais pour commencer, ça sera bien. Et en hauteur, du coup, ce qu'on va faire, c'est un height calculé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Le calque, ça permet en fait de calculer quelque chose. Ce qui va être pratique, c'est qu'on peut utiliser plusieurs unités différentes. Donc là, par exemple, je peux utiliser le 100 VH, qui veut dire 100% de la hauteur de mon écran, de ma fenêtre, moins 200 px. Les 200 px qui correspondent au margin qui est ici. Et du coup, on va avoir la hauteur complète parce que là, vu qu'on est en relative, les margins vont déborder de l'écran sinon. Le canevas position absolue, on va lui mettre une hauteur de 100% aussi. Ce qui est pratique aussi. Normalement, le 100% on ne peut pas l'utiliser sauf si le parent est en relatif. Top 0px, left 0px, width 100% et un min 8 300px. Hop, je vais déjà ouvrir ma page comme ça, on va pas voir grand chose, mais je vais vous montrer quand même. On a une page blanche. Je vais prendre les outils de développeur.
Hop. Et là, quand on regarde la page, donc on a le container qui est là, on a la console à l'intérieur, et on a le canevas qui est là. Il y a un petit truc qui ne va pas. Alors déjà, je vais mettre un body margin 0px, parce que par défaut, je crois que c'est 8px de margin sur le body. Hop, ça a l'air pas trop mal. Sauf que la console veut pas prendre la hauteur. J'ai bien mis un ID, oui, ID console, ID container. Ça commence bien. Je ne sais pas pourquoi la console ne veut pas prendre. Ah bah, je sais pourquoi. J'ai pas chargé le fichier style. Donc, link, c'est égal style CSS. Là, si je reprends. Hop, est-ce qu'il a bien été chargé? A priori, non. CHREF. SRC. Hop. Voilà. Donc là, on a notre container qui prend bien toute la page, on a la console avec le margin tout autour, et du coup, bah, le canevas prend toute la place à l'intérieur de la console. Ça permet de dimensionner du coup notre canevas à l'intérieur. C'est à peu près tout ce qu'on va faire en HTML, CSS. Maintenant, on va tout faire en JavaScript. Alors la première chose, c'est bien penser le truc, parce que l'idée, ce qu'on veut faire, c'est quand même un jeu dans lequel on va avoir plein d'éléments, on va avoir une map, on va avoir des cases, on va avoir des personnages, on va avoir des objets, on va avoir plein de choses. Donc la première chose à faire, c'est de créer un fichier main qui permet en fait de lancer le jeu, qui permet de lancer le tout. Il va pas faire grand chose ce fichier. Il va importer une classe. Alors justement, il me faut la classe. Je vais faire un nouveau folder qu'on va appeler modèle dans lequel j'aurai toutes mes classes pour l'application. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre deux. Pour rappel, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. Je prends le temps d'y répondre entre deux ou à la fin, avec plaisir. Donc modèle, je vais faire un nouveau fichier, ce sera game.js, ce sera la gestion du jeu complet. Et le main, alors d'abord ici, export default class game. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une classe qu'on va exporter pour pouvoir l'importer ici. Donc ici, je peux faire import game from slash modèle slash game.js. Comme ça, j'ai le fichier game que je peux utiliser ici. Je vais faire un window game égale new game avec un G majuscule. Hop. Et je vais faire un game.int. Voilà. C'est tout ce qu'il y aura dans le main, c'est ça qui va lancer l'application. Et le game en lui-même, donc on va avoir un constructeur et une méthode init, si vous avez bien compris. À quoi ça va servir? Le constructeur, déjà, on va s'en servir pour récupérer le canevas et pouvoir l'utiliser. Donc on va faire un this.canvas égale document.query selector. Donc c'était dièse statique canevas, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Dans les fautes, ça ira mieux. Hop, on a notre canevas. Et le init. Dans le init, on va créer une nouvelle map. Donc il nous faut un fichier map. Avec de la même façon, export default class map. Avec un constructeur. Hop, et du coup dans le init, l'idée c'est de faire un this.map égale new map. Là il va nous dire qu'il... Ah, si je suis dans mon fichier. Il ne connaît pas map, donc normalement il faut faire de la même façon un import de modèle.map. On est déjà dans modèle, donc je vais juste mettre ça. Mon carreau ici. Voilà.
Dans le map, le constructeur, ben, on va créer une nouvelle propriété list.list square pour les cases de la map. Donc ça va être un tableau. Pour l'instant, on précise juste un tableau vide. On verra après pour le remplir. Et dans l'idée, ben, c'est de le remplir. Donc on va faire une fonction load map à partir d'un fichier. Je vais faire le fichier tout de suite. Donc un nouveau dossier data qui nous permettra de stocker les différents fichiers de données. Potentiellement à terme, si on veut vraiment faire un jeu, on n'aura pas des fichiers de données ici, mais on aura plus un back-end avec une base de données qui sera capable de nous retourner les informations et les données dont on a besoin. Donc je vais faire un map 1.json. L'idée c'est de définir ce que c'est une map. Une map, bah, c'est un rectangle dans lequel on a des cases. Du coup, il faut définir combien on a de cases en largeur et combien on a de cases en hauteur. Donc je vais définir déjà un modèle. Je vais définir une propriété size qui permettra de définir la largeur. Potentiellement, on pourra avoir d'autres propriétés après. C'est quoi la différence avec l'initialisation pour le tableau? C'est exactement la même chose. Pour reprendre... En fait, quand on met deux crochets, alors je ne sais pas si je vais avoir un exemple ici. Je vais refaire sur mon code directement. Quand on met deux crochets comme ça, c'est une syntaxe pour dire on veut instancier un nouvel objet de type array. Donc si on fait array comme ça, bah, ça fait exactement la même chose au final. Ça va créer un nouveau tableau. Donc je reprends mon map 1.json ici. Donc j'ai dit je vais définir une largeur de 5 cases par exemple et une hauteur de 3 cases. Avec une virgule, c'est ira mieux. Alors après, historiquement, le array, on ne pouvait pas le faire directement de mémoire, on pouvait seulement faire crochet pour définir un nouveau tableau. C'est relativement récent avec l'apparition des classes et ce genre de choses qu'on peut utiliser ce type de pratique. Et je vais vous avouer que j'ai l'habitude de développer dans beaucoup d'autres langages que le JavaScript, dans lequel on définit de façon directe le type de classe qu'on veut utiliser. Donc un array, on peut faire aussi un new string ou ce genre de choses pour déclarer une chaîne de caractères. Donc par habitude, je le fais comme ça, mais les deux se valent. Dans l'idée, il faut qu'on puisse charger un fichier. Donc, le chargement d'un fichier, c'est avec fetch, si vous connaissez bien. Alors, vous avez déjà probablement dû voir fetch pour faire des requêtes vers un serveur. On peut utiliser aussi fetch pour charger un fichier qui est en local. Par exemple, en faisant fetch slash data slash map 1.json, je vais réussir à aller charger ce fichier-là, qui est au même niveau. Ça marche de la même façon, sauf qu'au lieu d'envoyer la requête au serveur, bah, il va charger un fichier en local. D'ailleurs, je ne vais pas utiliser map1 directement. L'idée, c'est qu'on puisse charger différents types de fichiers. Et du coup, je vais faire une interpolation. Load file. Le fetch, dans l'idée, ce serait pratique. Alors, on pourrait faire avec un point .zen. J'utilise plus trop les promises avec point .zen. On peut plutôt faire une méthode A5. Ça revient à peu près au même. La différence, c'est qu'ici, avec le await, en fait, hop, result, il va, au lieu de faire le fetch et de continuer les instructions suivantes, là, le await oblige d'attendre que ce soit terminé. Et donc, seulement quand ce sera terminé, il va affecter la variable et il va passer à la suite. Donc, je vais faire un data égale await result.json pour parser le résultat du chargement du fichier. Et ensuite, je vais faire object.assign. Alors ça, c'est très pratique. Ça permet d'assigner toutes les propriétés qui sont ici dans cet objet-là. Et this, bah, ça représente la map en courante. Donc en fait, on va assigner la propriété size avec width et height à notre objet map. Ensuite, on va construire les cases. Donc for let x égale 0, x inférieur à this.size.width. Donc la propriété width qui est définie ici dans size et qu'on a récupéré dans la map. Virgule x plus, j'ai mal écrit 0. Hop. Une deuxième boucle for let y égale 0,
y inférieur à, si vous avez bien suivi, this.size.8 y plus plus. Voilà, on parcourt donc toutes les cases en largeur, et pour chaque case en largeur, on va parcourir toutes les cases en hauteur, et on va définir une nouvelle case, donc this.listSquare, la liste que j'avais définie ici avant, .push pour rajouter un élément dedans, et on va faire un new square x, y. Il n'en veut pas parce que j'ai pas encore créé la classe, je vais la faire tout de suite. Square qui va représenter une case. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un back-end si on veut faire un jeu solo par exemple? Alors non, c'est pas obligé de faire un back-end. Il y a quand même un truc à retenir impérativement, le front-end n'est jamais sécurisé. Donc à partir du moment où vous avez besoin d'un tout petit peu de sécurité, vous allez être obligé de passer par du back-end. Sinon n'importe qui va pouvoir aller essayer de hacker votre jeu, changer son comportement pour avoir d'autres résultats. Deuxième truc aussi, c'est très compliqué de faire de l'enregistrement de données parce qu'au final, on va enregistrer des données dans le local storage et elles n'appartiendront que à cette personne-là. Et du coup, bah, s'il change d'ordinateur, il ne peut pas reprendre sa partie en cours. Il pourra la reprendre que sur son ordinateur courant. Pareil aussi, on ne peut pas faire communiquer plusieurs personnes. Si vous voulez enfin, si vous voulez faire un jeu où plusieurs personnes jouent en même temps ensemble, bah, ça va pas être possible sans back-end vu qu'elles sont toutes sur un front, à moins de passer par des worker services, mais ça commence à être des trucs compliqués et qui, malgré tout, pourraient nécessiter quand même de passer par un back-end. Donc, si vous voulez faire un petit jeu simple pour vous amuser en solo, ça peut se faire juste en front. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus poussé, un peu plus sécurisé, etc., il va falloir passer par un back-end. Et après, le back-end, c'est clairement pas le sujet aujourd'hui, et c'est pas un sujet que je vais aborder du tout de la semaine. Là, on est vraiment sur les bases d'utilisation du Canva pour réussir à faire une map, faire un personnage, déplacer le personnage, faire des actions, changer de map, etc. Donc c'est vraiment des actions front-end, et du coup, je vais tout faire en front. J'en étais à Square, donc il va représenter une case. Et salut Antoine, content de voir que tu es là aussi. Donc export default class Square avec un constructeur comme d'habitude. Là cette fois-ci j'avais prévu de passer X et Y pour retenir en fait la position de la case où est-ce qu'elle est sur la map. Alors j'utilise X et Y, c'est souvent ce qu'on utilise pour tout ce qui est map. C'est assez pratique, c'est les coordonnées qu'on va retrouver sur des graphiques ou des choses comme ça où X est l'abscisse et Y est l'ordonnée. Et du coup, ça permet de définir en X à l'horizontale à quel endroit on est, en Y à la verticale à quel endroit on est. Et avec la combinaison des deux, du coup, on est capable de retrouver la case au niveau de la map. Donc je vais enregistrer ces deux éléments dans Square. This.x égale x et this.y égale y. Comme ça, j'ai mes cases. Au niveau de la map, j'ai bien prévu mes cases. Et on n'est pas trop mal, normalement. Je vais aller regarder un petit peu. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas d'affichage. On va passer au Canva juste après. Mais si je débug un petit peu, je n'ai pas chargé le fichier JS, donc je ne vais pas réussir à débugger. Hop. Script src égale /js main.js. Alors il faut que je le charge, attention, en type module. Vu que j'ai utilisé de l'import-export, il faut utiliser ça en module. Mais du coup, le chargement du main va charger le game, le chargement du game va charger la map, le chargement de la map va charger le square, etc. Donc on va avoir normalement tout qui est utilisé. Et là, on retrouve game seulement, et il y a une erreur dans game. Has already been declared. Ah bah oui, dans game ici, c'est le map que je dois importer. Voilà, on est mieux. Hop, si je fais un pas à pas, je regarde this map. Alors, this.map. Dans map, j'ai un list square. Ah oui, j'ai oublié un détail. Je lance le this map égale new map. Et j'ai pas lancé le load map. This.map.loadMap. Attention par contre, ça c'est une fonction asynchrone, donc ici elle risque de se lancer et finir de s'exécuter après qu'on ait fini. Donc je vais le passer ici en A5 aussi. Et remettre un await ici devant. Et je vais faire après donc un console
Log de this. Comme ça, on va voir un peu notre objet game où on en est. Hop, je reviens ici. Je le point d'arrêt. Hop. Undefined JSON. Oui, loadmap. Je dois passer le nom du fichier. Et le fichier, c'est map1. Ah, il n'a pas réussi à le charger. Pourquoi il n'a pas réussi? Data. Est-ce que j'ai mis ma data dans JS? Hop, en dehors. Square is not defined. Effectivement, dans map, je n'ai pas chargé la classe square. Hop. Voilà, donc là ça s'affiche bien. Du coup, dans notre game, on retrouve notre canevas, qui est notre élément qui est sur la page. Si je passe ma souris dessus, je vois bien que c'est l'élément. Et j'ai aussi un map dans lequel j'ai un size 5 et 3, et dans lequel j'ai aussi un least square qui sont des cases qui vont de x00 à x4y2. Donc de 0 à 4, on a bien 5 cases, et de 0 à 2 pour y, on a bien 3 cases. On peut enfin utiliser les champs privés sans Babel. Les champs privés. Qu'est-ce que tu entends par champ privé? Des propriétés privées peut-être? Ok, je suis pas au courant. J'ai l'habitude de l'utiliser dans d'autres langages, mais en JavaScript, je savais pas qu'on pouvait. Alors, non, attribut, il faut faire attention. Quand on parle d'attribut, on parle de base de données. Et encore. De base de données ou de data model avec un ORM, éventuellement, on peut pas aussi parler d'attribut de modèle. Quand on est dans une classe, on parle de propriété de méthode. Ça peut être très ressemblant, mais c'est pas exactement la même chose. Du coup, j'ai bien ma map avec tous les éléments. Il va me manquer quelques petites choses pour réussir à l'afficher. La première chose, c'est d'avoir une image. Je vais avoir besoin d'une image qui représente ma case. Donc j'ai une image qui est ici square, ça va être assez pratique. Et du coup, on va faire une nouvelle classe, un nouveau modèle, canva.js, qui va nous permettre de gérer le canva en lui-même. Alors je vois qu'on me donne un lien. Private class field. Effectivement. Alors oui, on doit pouvoir créer des propriétés privées. Et c'est bien propriété. Avec le dièse, ok. Bon. Ça me paraît pas nécessairement une bonne idée, mais dans d'autres langages, le dièse serait plus pour le protected, pour les attributs protected, donc qui ne vont être accessibles que dans la classe et dans les classes héritées ou les classes amies. Hop, j'en étais où? Donc Canva export default Canva, classe Canva, ça sera mieux. Dans ma classe Canva, qu'est-ce que je vais faire? Un constructeur, comme toujours. Qui prend un élément, ça va être le Canva, ça va nous permettre de faire this.element égale element. Du coup, dans le map, dans le game ici, à la place, je vais faire un new Canva pour créer un objet de ma classe. Il va falloir que je l'importe, que je ferme la parenthèse ici. Hop, j'ai mon Canva. Mon Canva, la première chose importante à faire, c'est de récupérer la hauteur et la largeur du Canva, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans le CSS, j'ai fait des proportionnels par rapport à la taille de la page, donc il ne va pas toujours faire la même taille. Et on en a besoin pour savoir dans quelle taille on va afficher les éléments. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer ces tailles, et on va le faire avec this.width égale this.element. Et on récupère pas le width, mais on récupère le offset width. C'est important de passer par le offset width, ça donne pas les mêmes tailles. Et le offset width, c'est la vraie taille complète de l'élément.
Et pareil pour le 8. This.elements.offset 8. On va aussi rajouter un truc qui est important, parce que là, le canevas, il a besoin d'une propriété particulière, il a besoin directement dans dans la balise d'avoir une propriété width et height. Là, l'élément lui-même prend cette taille-là, mais le contexte du canevas qui permet de dessiner, pour l'instant, il n'a pas de taille définie, donc il va faire 0, 0. Et on a besoin de définir donc width et height pour que ce contexte puisse avoir une taille. Donc on va faire this.elements.width égale this.width, comme ça il fait exactement la même taille que son conteneur en quelque sorte. Et this.elements.height égale this.height. Voilà. On a défini un peu notre canevas. Si je reprends, normalement, cette fois-ci, on a un canevas width 725, height 0. Il manque un H majuscule ici. Voilà, 725 par 711. Si j'agrandis la page, là on a le width de 1137 par 711. Donc il va bien s'adapter. On va faire une deuxième méthode qui est importante aussi, qui permet de définir ce que j'appelle un step. En fait, là on a une grille pour la map avec des cases, et du coup, il faut qu'on définisse un step, c'est-à-dire la taille d'un élément d'une case. Et donc il faut qu'on arrive à définir quelle est la taille de cet élément, et cet élément, on va le définir à partir de la largeur et de la hauteur du canevas, divisé par le nombre d'éléments qu'on veut afficher sur cette largeur ou sur cette hauteur. Donc on va prévoir une méthode, set step size, ça va reprendre un peu le size du map pour réussir à définir ça. Donc this.stepx égale this.width divisé par size.width. Et this.stepy égale this.height divisé par size.height. Ok. Dans le map, du coup, non, dans le game. J'ai un doute. On va le faire ici. Donc this.canva. J'avais dit set state. On va lui passer donc le this.map.size pour récupérer les tailles de la map qu'on veut afficher. Et ensuite, on va faire un this.map.display qui va nous permettre d'afficher la map. Alors dans le map, on va prévoir le display. Donc dans map display, l'idée c'est tout simplement de parcourir les cases. Comme on affiche une map, on parcourt les cases et on affiche les cases. Donc for let square of this.list square. On va faire game.display.square. Game avec un G minuscule. Je l'ai bien ici. Alors c'est important le game. Alors, ça pose pas de problème d'utiliser map, sachant qu'il y a déjà une classe map dans JS. Alors à quel endroit j'utilise map ici? Il y a une classe map dans JS. Effectivement, je connaissais pas. Il y a bien une classe map. Je l'ai jamais utilisé, mais du coup, ça va a priori écraser cette classe map pour prendre la mienne en compte. Et ouais, elle est déjà disponible à peu près partout. Alors, je disais ici, j'utilise game avec un G minuscule. C'est important en fait, c'est ici au début quand j'ai créé mon game, je l'ai mis dans window.game. L'idée c'est que cette variable game elle soit accessible de partout. Si j'en ai besoin parce que c'est le jeu complet, donc c'est lui qui contient tout.
Et si j'ai besoin de données particulières ou de méthodes particulières au jeu à certains endroits, bah, je pourrais les appeler en faisant game. Quelque chose. Donc dans map, j'ai fait game display, donc dans game, il me faut une fonction display. Cette fonction display, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, l'idée c'est de faire un switch sur... On lui passe un élément qu'on veut afficher. On va faire un switch sur element.constructor.name. Ça va permettre de récupérer le nom de la classe qui a permis de définir cet objet. Et du coup, bah, d'appliquer différents types de trucs selon ce qu'on veut afficher. Donc case, là on est sur square qu'on va afficher par exemple. On va faire this.canva.display element. Voilà. Et il nous reste donc dans Canva à faire une méthode display pour afficher un élément. Hop, ça devrait être relativement simple. Alors, on va faire un... Ah oui, il nous faut le contexte déjà, j'avais oublié ce détail. On a besoin d'avoir le contexte pour dessiner dans un Canva. Pour récupérer le contexte, il suffit de faire le canva.getContext, 2D ou autre chose. Donc là, je vais faire un this.context égale this.element.getContext 2D pour récupérer le contexte 2D de mon Canva. Mon élément du coup pour l'afficher, il faut que je fasse un this.context.draw image. Ça va permettre de dessiner une image. Alors il faut lui donner une image en paramètre. Là pour l'instant j'en ai pas encore défini, donc je vais en charger une. Alors je vais en charger une ici. Je vais la charger dans le square. Ah oui, dans le constructeur je peux pas faire d'A5. Ça va être ennuyeux. Donc je vais le faire ici. Display, donc result await. Donc de la même façon, je vais aller charger mon image avec un fetch. Ça va être un petit peu particulier pour l'image. Donc c'est slash tiles slash square.png. On fera mieux la prochaine fois. Là, on est sur une version simple. On veut juste réussir à afficher quelque chose. Et vous verrez, demain avec les cases, on va afficher plein d'éléments différents. Hop, donc square.png. Et il faut que je fasse une deuxième ligne. Let image égale wait. Donc le truc c'est que le fetch, quand on charge un fichier image, il nous retourne en quelque sorte du binaire qui représente le fichier image. Et donc il faut convertir ça et on fait un create image bitmap await result.blob pour transformer donc le résultat en blob. Et voilà, ça devrait nous faire une image. Et pour la dessiner, donc il faut qu'on fasse draw image image. Et on va avoir pas mal de paramètres à passer. Alors les deux premiers, ça va être... enfin les quatre premiers en fait, c'est par rapport à l'image d'origine. L'image d'origine, elle a une certaine taille et on ne veut pas nécessairement reprendre tout. Un blob, c'est une sorte de représentation compressée d'un fichier binaire. C'est très utilisé pour les images, pour le transfert d'images, parce que c'est un moyen de sérialiser. Donc d'avoir un fichier plat qu'on peut transférer par HTTP d'une image. Je maîtrise pas super bien Blob, il faudra que je vérifie ça, mais je sais que c'est très utilisé pour les images et c'est une sorte de forme. Du coup, je disais, l'image, par défaut, elle a une taille, une forme, etc. Et ben, comme vous le voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut avoir par exemple une image dans laquelle on a plusieurs trucs différents. Donc on peut vouloir récupérer par exemple que ce carré-là ou que ce carré-là pour l'afficher. Là, je vais utiliser celle-là, donc je vais le récupérer en entier. Cette image-là, elle fait 31 par 31. Donc, je dois définir pour les deux premiers paramètres ici à partir de quelle position je commence à récupérer.
Donc ça va être en gros un point sur l'image qui va définir où est-ce que je récupère en haut à gauche. Donc là, je vais mettre 0,0. Ensuite, les deux paramètres suivants, ça va être quelle taille je récupère sur l'image. Bah là, elle faisait 31 pixels, je veux tout récupérer, donc je vais mettre 31 pixels. 31, 31. Ensuite, les deux suivants, c'est pour dire à quel endroit je veux positionner mon image. Donc c'est à nouveau pareil, un point pour définir à quel endroit je commence à dessiner l'image. Alors là, je ne vais pas le faire en 0, 0. Il faut que je positionne la case par rapport à l'endroit du square, donc avec mes X. Donc en fait, je vais pouvoir faire element.x et je vais multiplier par this.stepx. Comme ça, à chaque fois qu'on va à une case, on va décaler de autant de pixels que représente une case. Et du coup, pareil pour en vertical, element.y fois this.stepy. Et ensuite, sur quelle taille je veux l'afficher, bah, je vais prendre la taille d'une case sur ma map, donc un step x et un this.stepy. Voilà, on va aller tester ça un petit peu, et voilà. Alors, j'ai une question. Quand je charge une image, j'utilise New Image. Ça change quelque chose? Bah, je sais pas si on peut. Je ne connais pas New Image. Alors, ça crée un HTML image element. Moi, c'est pas ça que j'ai créé. C'est quelque chose d'assez similaire. Ça va servir surtout pour l'afficher dans du HTML. Tandis que là, moi, je veux une image en objet que je peux afficher dans un canevas. C'est pas exactement pareil. Mais je crois qu'on pourrait le faire aussi. Ça pourrait marcher. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai réussi à afficher la map. Donc j'ai mes cases comme je l'avais défini. Euh, J'avais défini du coup 5 en largeur, 3 en hauteur. Et je récupère bien une map qui fait 5 cases de largeur et 3 cases en hauteur. Je peux changer un petit peu ça pour vous montrer que c'est bien dynamique. Je vais mettre 15 cases ici et 10 cases ici. J'enregistre, je retourne sur mon élément et là je me retrouve avec 15 cases en largeur et 10 cases en hauteur. Voilà. Donc on a réussi à créer un petit peu la base du jeu. Une map qui est définie avec un certain nombre de cases et des cases qu'on arrive à afficher directement dans le canevas avec leur position qui va bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? On en a fini pour aujourd'hui en tout cas. On va faire des choses plus intéressantes demain encore. Je peux déjà vous montrer un petit peu. L'objectif pour demain, c'est de faire à peu près ça. D'avoir une map qui est générée aléatoirement avec différents types de cases, avec des arbres, de différents terrains, etc. Et à chaque fois que je rafraîchis, ça recherche quelque chose de différent.